Je me suis approché de la porte de mon appartement après une autre journée épuisante à déboguer du code au bureau, seulement pour la trouver à nouveau déverrouillée. Mon cœur s'est serré en la poussant, et j'ai entendu le bruit familier de ma mère, Hélène, réorganisant mes placards de cuisine, tandis que mon père, Richard, était confortablement assis sur mon canapé, lisant mon courrier comme s'il s'agissait du journal du matin. C'était la 4e fois ce mois-ci qu'ils utilisaient leur clé de secours pour pénétrer dans mon espace sans permission. Ils affirmaient qu'ils venaient juste prendre de mes nouvelles, puisque j'avais déménagé il y a 2 ans. Mais leur visite était devenue de véritables invasions de ma vie privée, impliquant le fait de jeter mes affaires et de réorganiser complètement mes meubles pour qu'ils correspondent à leurs préférences. Je suis resté dans l'embrasure de ma porte, regardant ma mère de 62 ans organiser mon étagère à épices selon un système qui n'avait de sens que pour elle, pendant que mon père feuilletait tranquillement des relevés bancaires qui étaient arrivés avec le courrier du jour. La scène semblait surréaliste, comme si j'entrais dans la vie de quelqu'un d'autre, où les limites fondamentales n'existaient tout simplement pas. « Maman, papa, qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme malgré la colère qui montait dans ma poitrine. Hélène s'est retournée avec ce sourire éclatant qu'elle arborait toujours lorsqu'elle était surprise à faire quelque chose d'inapproprié. « Oh, Tommy, le moment est parfait. J'étais justement en train de remettre de l'ordre dans ta cuisine. Tu avais le paprika à côté de l'extrait de vanille, ce qui n'a absolument aucun sens du point de vue de la cuisine. » Richard leva les yeux de mon relevé de carte de crédit avec un froncement de sourcils désapprobateur. « Mon fils, tu dépenses beaucoup trop d'argent en plats à emporter. 43 $ dans ce restaurant thaï la semaine dernière. Ta mère pourrait préparer le même repas pour 8 $. J'ai pris une profonde inspiration, me souvenant de la conversation que nous avions eue seulement 2 semaines plus tôt, au sujet du respect de ma vie privée. Nous en avons parlé. Vous ne pouvez pas juste entrer dans mon appartement quand vous en avez envie. J'ai 28 ans. Une mère ne cesse jamais de s'inquiéter, a répondu Hélène, écartant mes préoccupations d'un geste de la main. En plus, cet endroit était un désastre complet quand nous sommes arrivés. De la vaisselle dans l'évier, du linge sur le sol de la chambre, et ne me lance pas sur l'état de ta salle de bain. La vérité était que mon appartement avait été parfaitement normal lorsque je suis parti travailler ce matin-là. Une tasse de café dans l'évier et le jean d'hier sur le sol ne constituaient pas un désastre. Mais essayer d'expliquer les habitudes de vie normales d'un adulte à mes parents était devenu une tâche impossible. Cette intrusion n'était pas un incident isolé. Il y a 6 mois, cela avait commencé par de petites visites, utiles, qui s'étaient progressivement transformées en quelque chose de beaucoup plus invasif. Hélène passait arroser des plantes dont je ne lui avais pas demandé de s'occuper, puis restait pour réorganiser ma bibliothèque parce que mon système était clairement inférieur au sien. Richard arrivait pour réparer des charnières grinçantes dont je ne m'étais pas plaint, puis passait 1 heure à critiquer mes choix financiers tout en fouillant dans des papiers sur mon bureau. Ma petite amie Sarah avait cessé de venir parce qu'elle se sentait mal à l'aise, sachant que mes parents pouvaient entrer à tout moment. Le mois dernier, elle était en train de s'habiller après une douche quand Hélène a utilisé sa clé pour entrer sans prévenir, cela a conduit à une rencontre embarrassante qui a laissé Sarah un sentiment de violation, et elle s'est demandé si notre relation avait la moindre intimité. Les exemples de leur abus de pouvoir étaient devenus innombrables et de plus en plus bizarres. Hélène a jeté ma collection de vieux t-shirts de groupes de concert auxquels j'avais assisté à l'université, affirmant qu'ils étaient trop miteux pour qu'une personne professionnelle les possède. Elle les a remplacés par des polos qu'elle avait achetés sans me demander ma taille ou ma couleur préférée. Richard a complètement réorganisé l'installation de mon ordinateur dans mon bureau à domicile, déplaçant mon moniteur à ce qu'il considérait comme une position plus ergonomique, et réorganisant mes câbles selon son sens de l'organisation influencé par la plomberie. Les 2 parents consultaient régulièrement mes documents personnels, remettant en question tout, de mes dépenses d'épicerie à mon choix de fournisseur Internet. Hélène avait appelé ma compagnie d'assurance automobile pour se renseigner sur ma couverture, tandis que Richard avait contacté mon fournisseur de services Internet pour se plaindre de la vitesse pour laquelle je payais, affirmant que j'étais surfacturé pour des fonctionnalités dont je n'avais pas besoin. Mon parcours rendait leur comportement encore plus frustrant. En tant que développeur de logiciels dans une start-up technologique en croissance, je résolvais quotidiennement des problèmes complexes et gérais des responsabilités importantes. J'avais déménagé spécifiquement pour établir mon autonomie d'adulte, après avoir vécu à la maison pendant l'université et mon premier emploi. L'indépendance pour laquelle j'avais travaillé si dur était systématiquement démantelée par des gens qui prétendaient m'aimer. Hélène était une enseignante d'école primaire à la retraite, qui avait consacré 35 ans à éduquer des enfants.
Mais elle semblait incapable de reconnaître que son propre enfant était devenu un adulte capable de prendre ses propres décisions. Son syndrome du nid vide avait évolué vers quelque chose de plus contrôlant, comme si gérer ma vie pouvait combler le vide laissé par la retraite. Richard possédait une petite, mais prospère, entreprise de plomberie qu'il avait bâtie à partir de rien, lui inculquant la conviction qu'une surveillance constante était nécessaire au succès. Il appliquait le même style de gestion qu'il utilisait avec ses employés à sa relation avec moi, offrant des conseils et des corrections non sollicités, comme si j'étais un plombier junior qui avait besoin de conseils pour chaque tâche. Aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer une approche différente. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré une liste détaillée que j'avais tenue de leurs visites non autorisées au cours des 6 derniers mois, 23 incidents distincts allant de brèves inspections à des marathons de nettoyage complets qui laissaient mon appartement méconnaissable. Regardez ça, ai-je dit, faisant défiler les dates et les descriptions. Mars, vous avez jeté mes livres de table basse et les avez remplacés par des magazines sur l'amélioration de l'habitat. Le 22 mars, vous avez réorganisé tout mon placard et donné des vêtements à des œuvres de bienfaisance sans demander. Le 3 avril, vous avez installé un nouveau pommeau de douche parce que vous n'aimiez pas ma pression d'eau. Le visage d'Hélène s'est froissé, adoptant l'expression qu'elle portait chaque fois que quelqu'un remettait en question ses instincts maternels. Nous essayons seulement de t'aider, chérie. Tu travailles de si longues heures, et cet endroit a besoin d'attention. Tu ne peux pas la lui donner. Richard s'est levé, sa posture défensive indiquant que la raison n'allait pas l'emporter. Tu es ingrat, Tom. Nous t'avons mieux élevé que ça. Quand j'avais ton âge, j'aurais été reconnaissant si mes parents se souciaient assez de m'aider à maintenir un espace de vie décent. Aider, ai-je répété, sentant ma frustration monter. Aider, ce serait demander d'abord. Aider, ce serait respecter mes décisions concernant mon propre espace. Ce n'est pas de l'aide, c'est du contrôle. Les tactiques de culpabilisation ont commencé immédiatement. Les yeux d'Hélène se sont remplis de larmes alors qu'elle expliquait à quel point le fait de prendre soin de moi lui manquait, à quel point la maison semblait vide sans enfants à éduquer, et à quel point elle était inquiète que je ne mange pas correctement ou ne maintienne pas des habitudes saines. Sa manipulation émotionnelle était d'un niveau expert, perfectionnée par des décennies de gestion du comportement en classe et affinée par des années de parentalité. L'approche de Richard était plus directe, mais tout aussi manipulatrice. Il m'a accusé d'égoïsme, affirmant que les membres de la famille devaient se soutenir mutuellement, et que mon désir d'indépendance n'était en réalité qu'une excuse pour éviter les responsabilités. Il a dépeint ma demande de limite comme un rejet des valeurs familiales, et a suggéré que des influences extérieures me montaient contre mes propres parents. Je les ai suppliés de comprendre que je ne rejetais pas leur amour, mais seulement leur méthode. J'ai expliqué que des relations saines exigeaient un respect mutuel, et que leur présence constante affectait ma santé mentale et ma relation amoureuse. J'ai offert des compromis, des visites planifiées, des dîners de famille, des appels téléphoniques réguliers, tout ce qui me donnerait un certain contrôle sur mon propre espace. Alors que nous tournions en rond dans la dispute, mes parents devenant plus défensifs et émotifs, Hélène a cherché dans son sac à main et a sorti quelque chose qui m'a glacé le sang, un porte-clés avec 3 clés identiques, chacune clairement étiquetée avec mon numéro d'appartement. J'en ai fait faire des doubles, admit-elle, sa voix faible mais défiante. Le serrurier a dit qu'il était judicieux d'avoir des doubles en cas d'urgence familiale. J'ai fixé les clés, réalisant que ma situation était bien pire que je ne l'avais imaginé. Des doubles. J'ai demandé à récupérer la clé de secours le mois dernier. Eh bien, oui, mais que se passerait-il si quelque chose t'arrivait vraiment? La voix d'Hélène est devenue plus forte alors qu'elle justifiait ses actions. Et si tu avais un accident ou si tu tombais malade, et que nous ne pouvions pas entrer pour t'aider? Richard hocha la tête en signe d'accord. Nous en avons donné une à ta tante Patricia et une à Jennifer. La famille doit veiller les uns sur les autres. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Non seulement mes parents avaient systématiquement envahi ma vie privée, mais ils avaient distribué des clés de mon appartement à d'autres membres de ma famille sans ma connaissance ou mon consentement. L'ampleur de leur trahison était stupéfiante, et j'ai réalisé que ce que j'avais cru être une parentalité trop protectrice était en fait un effort familial coordonné pour maintenir le contrôle sur ma vie d'adulte. Le choc de découvrir que plusieurs membres de ma famille avaient un accès non autorisé à mon appartement m'a laissé sans voix pendant plusieurs instants. J'ai fixé le porte-clés dans la main d'Hélène, essayant de traiter les implications de ce qu'elle venait de révéler. Qui d'autre est venu dans mon appartement, ai-je exigé, ma voix se brisant légèrement. Hélène échangea un regard nerveux avec Richard avant de répondre à contre-cœur. Juste Patricia et Jennifer.
C'est la famille, Tommy. Ils se soucient aussi de toi. Ma tante Patricia était la sœur cadette d'Hélène, une agente immobilière de 55 ans avec des opinions tranchées sur l'entretien approprié de la maison et les choix de mode de vie. Ma sœur Jennifer, de 3 ans mon aînée, mariée avec 2 enfants, avait toujours été l'enfant prodige de la famille, celle qui ne remettait jamais en question l'autorité de nos parents. J'ai immédiatement sorti mon téléphone et ouvert l'application de sécurité que j'avais récemment installée, en partie à cause de sentiments étranges concernant la sécurité de mon appartement. Les journaux de détection de mouvements ont révélé un schéma troublant qui m'a retourné l'estomac. Les visites de Patricia apparaissaient 2 fois par semaine pendant mes heures de travail, parfaitement synchronisées pour les moments où elle savait que je ne serais pas à la maison. Les entrées de Jennifer étaient enregistrées les samedis matins, des moments où j'allais généralement courir ou faire des courses. La nature systématique de leurs horaires indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une préoccupation familiale occasionnelle, mais d'une surveillance organisée. J'ai appelé Patricia en premier, mes mains tremblantes en composant son numéro. Elle a répondu à la 2e sonnerie avec sa voix caractéristique et joyeuse d'agente immobilière. « Patricia, est-ce que tu es entrée dans mon appartement ?» ai-je demandé directement, sans prendre la peine de faire des amabilités. Il y eut une pause avant qu'elle ne réponde, son ton devenant défensif. « Ta mère m'a demandé de jeter un coup d'œil de temps en temps. Elle s'inquiétait du fait que tu vivais seule pour la première fois. » « Je vis seule depuis 2 ans. » « Eh bien, oui, mais tu sais à quel point Hélène s'inquiète. Je prends juste quelques photos pour lui montrer que tout va bien. » Des photos. Ma tante documentait mon espace de vie et faisait rapport à ma mère, comme une sorte d'opération de renseignement domestique. J'étais écœuré à l'idée que des étrangers analysent des photos de mes effets personnels et portent des jugements sur mon mode de vie. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Jennifer, qui a répondu tout en s'occupant clairement de ses enfants en arrière-plan. « Jenny, nous devons parler du fait que tu as une clé de mon appartement. » Oh, ça. Son ton était désinvolte, comme si ma vie privée était un inconvénient mineur. Maman m'a demandé de surveiller les choses quand je suis dans ton quartier. Je vérifie juste ton courrier et je m'assure que tu manges de la vraie nourriture, au lieu de vivre de pizza et de boissons énergisantes. Tu as fouillé dans mon courrier et ma cuisine. Quelqu'un doit s'assurer que tu prends soin de toi. Tu as toujours été maladroit avec les choses pratiques. La façon désinvolte dont elle a écarté mon autonomie était exaspérante, mais j'ai insisté pour obtenir plus d'informations. En interrogeant les 2 femmes, j'ai découvert l'existence d'une discussion de groupe appelée « Surveillance de Tom Watch », où ma famille élargie partageait des mises à jour sur l'état de mon appartement, ma vie amoureuse et mes habitudes quotidiennes. Patricia a admis qu'elle photographiait régulièrement le contenu de mon réfrigérateur et de ma pharmacie, puis partageait ces images avec Hélène, accompagnée de commentaires sur mes choix alimentaires et mes habitudes de santé. Elle avait fait l'inventaire de mes produits de nettoyage, de mes produits de soins personnels, et avait même compté les livres sur mes étagères pour évaluer si je maintenais une croissance intellectuelle. Jennifer a avoué surveiller mon courrier pour tout ce qu'elle jugeait préoccupant, y compris les relevés de cartes de crédit, la correspondance médicale et les renouvellements d'abonnement. Elle avait intercepté des colis lorsqu'elle pensait que le contenu pouvait être inapproprié ou inutile, puis signalait ses achats à Hélène pour des discussions familiales sur mes habitudes de dépenses. La discussion de groupe comprenait non seulement ma famille immédiate, mais aussi mon cousin Derek, mon oncle Paul, et même ma grand-mère maternelle. Ils me traitaient comme un enfant incompétent qui avait besoin d'une supervision constante, partageant des photos, des observations et des préoccupations comme si j'étais un adolescent à problème plutôt qu'un adulte avec une carrière réussie et une vie indépendante. Lorsque j'ai confronté les membres de ma famille individuellement, chacun a défendu ses actions comme nécessaires et aimantes. Derek affirmait qu'il surveillait mes comptes de réseaux sociaux pour s'assurer que je ne publiais rien qui puisse nuire à ma réputation professionnelle. Mon oncle Paul a admis qu'il avait conduit près de mon immeuble à plusieurs reprises pour vérifier la sécurité du quartier, et avait même parlé à mes voisins de mes habitudes et de mon emploi du temps. Ma grand-mère, la participante la plus choquante, a révélé qu'elle recevait des rapports hebdomadaires sur mon bien-être, et qu'elle encourageait l'implication de la famille parce qu'elle craignait que je ne devienne trop isolé des valeurs familiales. Sarah a confirmé qu'elle avait remarqué des adultes plus âgés inconnus dans mon immeuble, et qu'elle avait même vu des gens utiliser des clés pour entrer, ce qui expliquait son malaise croissant à passer du temps chez moi. Elle a admis que la possibilité constante d'une intrusion familiale lui avait donné l'impression que notre relation était surveillée et jugée par des personnes qui la connaissaient à peine. Mes amis avaient également remarqué la surveillance, bien qu'ils n'aient pas compris ce qu'ils voyaient. Mon colocataire d'université, Jake,
a mentionné avoir vu des adultes plus âgés entrer dans mon immeuble et avoir supposé que je vivais toujours avec ma famille. Ma collègue, Lisa, a dit qu'elle avait vu une femme photographier l'annuaire de l'immeuble, ce qui prenait maintenant tout son sens dans le contexte des missions de reconnaissance de Patricia. La réalisation que toute ma famille élargie me considérait comme incompétent et ayant besoin d'être géré était dévastatrice. J'ai commencé à remettre en question ma capacité à prendre des décisions, me demandant si leurs critiques et leur surveillance constante avaient été justifiées. L'impact psychologique de voir mon indépendance constamment minée affectait ma confiance d'une manière que je commençais tout juste à comprendre. J'ai remarqué comment la surveillance avait changé mon comportement dans ma propre maison. Je me surprenais à nettoyer de manière obsessionnelle avant de partir au travail, à cacher des objets personnels qui pourraient être jugés, et à me sentir anxieux à propos de choix d'adultes normaux, comme quoi manger ou comment organiser mon espace. La connaissance constante que des membres de ma famille pourraient observer et rapporter sur ma vie avait fait de moi un prisonnier dans mon propre appartement. Pendant mon enquête sur le réseau familial, j'ai pris rendez-vous pour parler en face à face avec Jennifer, espérant comprendre comment ma sœur avait justifié de telles violations extrêmes de ma vie privée. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de chez elle, où elle a apporté son ordinateur portable pour me montrer quelque chose qui allait tout changer. « Écoute, Tom, nous n'essayons pas de te contrôler, » a-t-elle dit en ouvrant son ordinateur. « Nous documentons juste que tu vas bien. » Ce que j'ai vu sur son écran m'a glacé le sang. Jennifer avait créé un dossier numérique complet sur ma vie privée, avec des dossiers organisés par catégorie, finances, santé, vie sociale, travail et habitudes quotidiennes. Elle photographiait systématiquement mes documents personnels, y compris les relevés bancaires, les factures de carte de crédit, les courriels de travail que j'avais imprimés à la maison, les cartes de rendez-vous médicaux et même des lettres personnelles. Le dossier financier contenait des images de chaque courrier lié à ma gestion d'argent, avec les notes manuscrites de Jennifer analysant mes habitudes de dépenses et signalant ce qu'elle considérait comme des achats problématiques. Le dossier santé comprenait des photos de flacons de médicaments sur ordonnance, de médicaments en vente libre, et même le contenu de la poubelle de ma salle de bain, pour surveiller mes habitudes de soins personnels. Le plus troublant était le dossier de travail, qui contenait des photographies de documents confidentiels de l'entreprise que j'avais rapportés à la maison, y compris des courriels internes, des spécifications de projet, et du matériel de planification stratégique que mon employeur n'aurait jamais autorisé des membres de la famille à consulter. Jennifer a expliqué avec désinvolture qu'elle partageait ces informations avec Hélène, qui utilisait ces rapports détaillés pour prendre des décisions non sollicitées concernant ma vie. L'ampleur de leur collecte d'informations était stupéfiante et potentiellement illégale, représentant un niveau de surveillance qui allait bien au-delà de la préoccupation familiale, dans le domaine du harcèlement et du harcèlement criminel, stalking. La découverte des fichiers de surveillance de Jennifer m'a incité à enquêter sur la mesure dans laquelle l'ingérence de ma famille s'était étendue au-delà de mon appartement. J'ai commencé par mon lieu de travail, appelant notre service des ressources humaines pour demander s'ils avaient reçu des communications inhabituelles à mon sujet. Marcus Rodriguez, mon manager à l'entreprise de développement de logiciels, a admis maladroitement, lors d'une conversation privée, qu'Hélène l'avait contacté 3 fois au cours du dernier mois. Elle avait exprimé son inquiétude concernant ce qu'elle appelait ma « phase rebelle » et avait demandé qu'il surveille mes performances au travail pour détecter des signes d'instabilité. Je ne savais pas comment gérer cela, a expliqué Marcus, clairement mal à l'aise avec la situation. Elle semblait sincèrement inquiète pour ta santé mentale, mais les appels semblaient inappropriés. Nous nous demandions quelle était ta situation familiale et si cela pourrait affecter ton travail. L'embarras était accablant. Ma réputation professionnelle, que j'avais soigneusement bâtie au cours de 3 années avec l'entreprise, était minée par l'ingérence de ma mère. Marcus a révélé que l'équipe de direction avait discuté de ma situation familiale lors de plusieurs réunions, se demandant si l'instabilité pourrait impacter ma capacité à gérer des responsabilités accrues. J'ai décidé de contacter d'autres institutions qui auraient pu recevoir des appels similaires. Le cabinet de mon médecin a confirmé qu'Hélène les avait contactés 2 fois, prétendant s'inquiéter de ma santé mentale parce que je m'isolais de ma famille et prenais des décisions irrationnelles concernant l'indépendance. La réceptionniste médicale avait été confuse par les appels, car mon dossier ne montrait aucun antécédent de problème de santé mentale, et toutes mes interactions avaient été complètement normales. Le service clientèle de ma banque avait un enregistrement d'Hélène appelant pour se renseigner sur ce qu'elle décrivait comme des schémas de dépenses inhabituels pour des achats liés à l'indépendance. Elle avait remis en question pourquoi je dépensais de l'argent pour des choses comme des services de câble premium, des repas au restaurant et des abonnements de divertissement,
suggérant que ces dépenses indiquaient un mauvais jugement et de possibles problèmes de santé mentale. Le plus choquant, c'est qu'Hélène avait contacté la société de gestion de mon appartement à plusieurs reprises pour exprimer des préoccupations concernant mon mode de vie. Elle s'était plainte de ce qu'elle appelait des « visiteurs préoccupants », faisant spécifiquement référence à Sarah, et avait demandé que la gestion de l'immeuble surveille mon appartement pour des signes de comportement inapproprié ou de problèmes de sécurité. Le gérant de l'appartement, David Chen, m'a appelé après que je me sois renseigné sur ces communications. « Votre mère semblait très inquiète pour vous », a-t-il dit diplomatiquement. Elle nous a demandé de garder un œil sur votre appartement pour des signes de détresse ou de comportement dangereux. Nous n'avons pas donné suite à ces demandes, car elles semblaient inhabituelles, mais nous avons documenté les appels dans votre dossier. L'impact sur ma relation avec Sarah était encore plus dévastateur que les conséquences professionnelles. Lorsque j'ai finalement réussi à la convaincre d'expliquer sa distance récente, elle a révélé une rencontre qui rendait le comportement de ma famille encore plus troublant. 3 semaines plus tôt, Hélène avait approché Sarah au café près de mon immeuble de bureau, connaissant d'une manière ou d'une autre son horaire de travail et sa routine quotidienne. Hélène l'avait coincée pendant sa pause déjeuner et s'était engagée dans ce que Sarah a décrit comme un interrogatoire déguisé en conversation amicale. Elle m'a posé des questions sur notre relation, depuis combien de temps nous sortions ensemble, si nous étions sexuellement actifs, et si j'avais remarqué des changements préoccupants dans ton comportement, a expliqué Sarah, sa voix tremblante de colère et d'embarras. Elle m'a dit que tu avais toujours été irresponsable avec l'argent et les relations, et que les membres de la famille s'inquiétaient de ton jugement. Hélène avait averti Sarah que j'avais un historique de prise de décision impulsive qui blessait les personnes proches de moi, citant des exemples du lycée et de l'université qui étaient soit exagérés, soit complètement fabriqués. Elle avait suggéré que Sarah pourrait vouloir reconsidérer notre relation avant de s'investir trop émotionnellement avec quelqu'un qui présentait des problèmes d'instabilité aussi évidents. La manipulation était sophistiquée et cruelle. Hélène avait utilisé des informations sélectives et des mensonges purs et simples pour saper ma relation, se présentant comme une mère inquiète, essayant de protéger une jeune femme naïve du comportement irresponsable de son fils. Sarah a admis que la conversation avait semé des doutes qui grandissaient depuis des semaines. De retour au travail, les dommages professionnels devenaient plus clairs. Marcus a expliqué que les appels d'Hélène avaient amené l'équipe de direction à remettre en question ma fiabilité et ma stabilité familiale. Ils avaient hésité à m'offrir la promotion pour laquelle j'avais travaillé, car ils craignaient que le drame familial n'affecte mes performances au travail et la productivité de l'équipe. Nous n'étions pas sûrs si tu faisais face à des problèmes de santé mentale ou à des problèmes familiaux, a dit Marcus. La promotion implique de gérer une petite équipe, et nous avons besoin de quelqu'un qui peut maintenir des limites professionnelles et gérer le stress efficacement. J'ai réalisé que l'ingérence de ma famille détruisait systématiquement la vie d'adulte que j'avais tant travaillé à construire. Mon avancement de carrière était au point mort, ma relation était tendue, et ma réputation était endommagée par des gens qui prétendaient m'aimer, mais qui sabotaient activement mon succès. J'ai consulté un avocat pour comprendre mes options légales, apprenant que les actions de mes parents pouvaient constituer du harcèlement, une invasion de la vie privée, et peut-être un vol d'identité en raison de leur accès non autorisé à mon courrier et à mes documents personnels. L'avocat a expliqué que j'avais des motifs d'obtenir une ordonnance restrictive, mais qu'intenter une action en justice détruirait probablement les relations familiales de manière permanente. Le tribut émotionnel devenait insupportable. Je me retrouvais à remettre en question chaque décision, me demandant si ma famille avait raison sur mon incapacité à gérer les responsabilités d'adulte. Leurs critiques et interférences constantes avaient créé un état mental où je doutais de mon propre jugement, et me sentais anxieux à propos des choix de vie normaux. Le sommeil devenait difficile, car je m'inquiétais de ce que ma famille pourrait planifier ensuite. J'ai commencé à avoir des crises de panique lorsque je rentrais à la maison et que je trouvais mon appartement réorganisé, ou lorsque je découvrais des preuves de leur visite. Le stress affectait mes performances au travail, créant une prophétie autoréalisatrice qui semblait valider leurs préoccupations concernant ma compétence. Le point de rupture est arrivé un jeudi après-midi, lorsque j'ai reçu un appel qui m'a fait réaliser que mes parents intensifiaient leur tactique de contrôle à un nouveau niveau dangereux. Le gardien de sécurité de mon complexe d'appartements, Mike Thompson, a appelé pour m'informer que mes parents étaient dans le bureau du gérant de l'immeuble avec un serrurier. Ils disent que vous leur avez donné la permission de changer vos serrures pour une meilleure sécurité, a expliqué Mike, sa voix incertaine. Ils ont une sorte de paperasse, mais ça me semblait bizarre. D'habitude, les locataires s'occupent eux-mêmes de leur changement de serrure. J'ai senti mon cœur s'emballer alors que je réalisais ce qui se passait.
Hélène et Richard étaient passés de la surveillance et de l'ingérence à une tentative de prise de contrôle de ma situation de logement. Ils essayaient d'établir un contrôle physique complet sur mon espace de vie, me transformant essentiellement en prisonnier dans ma propre maison. Ne les laissez rien faire, ai-je dit à Mike de toute urgence. Je n'ai jamais donné la permission pour des changements de serrure. Je rentre à la maison tout de suite. Alors que je me précipitais hors du bureau, ignorant les questions inquiètes de mes collègues, j'ai réalisé que mes parents planifiaient quelque chose de beaucoup plus dramatique que je ne l'avais imaginé. Leur objectif n'était pas seulement de surveiller et d'influencer ma vie. Ils tentaient de prendre le contrôle complet de mon indépendance et de me forcer à revenir à une dépendance enfantine à leur autorité. Je suis arrivé à mon immeuble pour trouver une scène qui ressemblait à quelque chose d'un thriller psychologique. Hélène et Richard étaient dans le bureau du gérant de l'immeuble avec David Chen, un serrurier professionnel, et une pile de documents d'apparence officielle étalés sur le bureau. À travers les vitres du bureau, je pouvais voir ma mère gesticuler avec emphase, tandis que mon père se tenait les bras croisés, adoptant sa posture caractéristique de détermination têtue. Dehors, sur le parking, un camion U-Haul était chargé de cartons de déménagement et de fournitures d'emballage. Mon cousin Derek était appuyé contre lui, fumant une cigarette et vérifiant son téléphone, attendant clairement des instructions pour commencer l'opération qu'ils avaient planifiée. Je suis entré dans le bureau du gérant de l'immeuble, où Hélène s'est immédiatement éclairée de son sourire de préoccupation maternelle bien rodé. « Oh, parfait, Tommy. Nous expliquions justement à David les améliorations de sécurité dont nous avions discuté. » David avait l'air confus et mal à l'aise, clairement pris dans une situation qu'il n'avait pas anticipée en commençant sa journée de travail. « Tom, vos parents ont des documents ici qui, selon eux, leur donnent l'autorité d'apporter des changements à votre appartement pour des raisons de sécurité. » Hélène a produit un dossier contenant ce qui semblait être des documents juridiques, complets avec des sceaux et des signatures officielles. Elle avait préparé des documents affirmant que je leur avais cédé des décisions de logement d'urgence en raison de ce qu'elle décrivait comme des problèmes cognitifs liés au stress affectant mon jugement. L'avocat de la famille nous a aidés à préparer cela, a expliqué Richard, son ton suggérant qu'il s'agissait d'une intervention raisonnable et nécessaire. Tu as montré des signes d'instabilité mentale, et nous ne pouvons pas rester sans rien faire pendant que tu prends des décisions qui pourraient te nuire, ou nuire à d'autres. J'ai examiné les documents immédiatement, reconnaissant que les signatures étaient falsifiées. Hélène avait d'une manière ou d'une autre obtenu des copies de ma signature à partir de documents bancaires ou d'autres sources, et les avait recréés sur des formulaires juridiques qui semblaient lui donner une tutelle temporaire sur mes décisions de logement. Le serrurier, un homme plus âgé nommé Frank, qui avait clairement déjà fait ce type de travail, semblait sceptique quant à la situation inhabituelle. Habituellement, le locataire doit être présent pour les changements de serrure, a-t-il dit diplomatiquement. C'est une disposition plutôt inhabituelle. La réponse de Richard fut agressive et manipulatrice. Notre fils connaît des défis en matière de santé mentale qui affectent sa capacité à prendre des décisions. Ces documents nous donnent l'autorité légale d'agir dans son meilleur intérêt, lorsqu'il ne peut pas faire de choix appropriés pour lui-même. Alors que je traitais ce qui se passait, d'autres membres de la famille ont commencé à arriver. Patricia est entrée portant des fournitures de nettoyage et des boîtes de rangement, tandis que Jennifer est arrivée avec son mari Steve pour fournir ce qu'elle appelait un « soutien émotionnel » pendant cette difficile intervention. Même mes grands-parents avaient été enrôlés pour cette opération. Grand-mère Dorothy et grand-père William étaient assis dans le hall, offrant un sentiment d'unité familiale et d'autorité morale pour soutenir les actions d'Hélène et Richard. Leur présence était clairement destinée à me faire sentir coupable de résister à ce qu'ils dépeignaient comme une assistance familiale nécessaire. Hélène a révélé qu'elle avait consulté un avocat de la famille qui l'avait aidé à créer les documents frauduleux. Elle affirmait que la tutelle temporaire était légale parce que j'étais clairement incapable de maintenir des limites appropriées, et que je connaissais des défis en matière de santé mentale qui affectaient mon jugement concernant le logement et les relations. « Nous n'essayons pas de te faire du mal, chérie, a dit Hélène, sa voix dégoulinante de fausse compassion. Nous essayons de te sauver de faire des erreurs qui pourraient ruiner ton avenir. Vivre seul ne fonctionne manifestement pas pour toi. J'ai réalisé que combattre ouvertement la situation ne ferait que me faire paraître instable et validerait leurs allégations concernant ma santé mentale. Au lieu de cela, j'ai décidé de documenter secrètement tout en semblant coopérer à leur intervention. J'ai discrètement activé l'application d'enregistrement vocal sur mon téléphone, capturant l'aveu d'Hélène qu'elle avait falsifié des documents, et les menaces de Richard concernant mon incapacité à vivre de manière indépendante. J'ai enregistré la confession de Patricia selon laquelle il surveillait ma vie pour mon propre bien,
et l'explication détaillée de Jennifer sur ses activités de surveillance. Pendant que ma famille continuait son intervention, j'ai envoyé des messages textes à mon avocat et à mon médecin, les alertant des documents frauduleux et sollicitant leur aide immédiate. Mon avocat a confirmé que les papiers étaient complètement invalides et que mes parents n'avaient aucune autorité légale sur mes décisions de logement. Le docteur Amanda Foster, mon médecin traitant, a été choqué d'apprendre le contact non autorisé d'Hélène avec son bureau. Elle a confirmé qu'elle n'avait jamais discuté de problèmes de santé mentale avec ma mère, et que les allégations d'Hélène concernant mon état psychologique étaient complètement infondées et potentiellement illégales. La manipulation émotionnelle a atteint un crescendo, car Hélène jouait parfaitement le rôle de la mère dévastée. Elle affirmait que mon désir d'indépendance était en train de briser la famille, et de détruire les relations étroites que nous avions toujours partagées. Elle a menacé de couper tout contact familial si je n'acceptais pas leur aide et leurs conseils. Il ne s'agit pas de contrôle, a-t-elle sangloté de manière convaincante. Il s'agit d'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne restez pas les bras croisés à le regarder détruire sa vie. Nous sommes ta famille, Tommy. Nous savons ce qui est le mieux pour toi, mieux que des étrangers ou une petite amie qui ne comprend pas notre dynamique familiale. Richard est devenu de plus en plus agressif lorsque j'ai remis en question leur autorité, affirmant que j'étais soumis à un lavage de cerveau par des étrangers qui ne comprenaient pas la loyauté et la responsabilité familiale. Il a accusé Sarah de m'influencer contre ma famille, et a suggéré que mes amis encourageaient un comportement destructeur parce qu'ils étaient jaloux de nos liens familiaux étroits. Au lieu de combattre directement leur récit, j'ai pris une décision stratégique qui allait les choquer et prouver ma compétence une fois pour toutes. J'ai fait semblant d'accepter leur intervention, tout en planifiant secrètement une évasion complète qui démontrerait mon indépendance et exposerait leur manipulation à toute la famille. Vous avez raison, ai-je dit, laissant ma voix paraître vaincue et reconnaissante. Je suppose que je n'étais pas prêt pour autant d'indépendance. Peut-être que j'ai besoin de plus de soutien familial pendant que je trouve mes marques. Le visage d'Hélène s'est illuminé de triomphe, tandis que Richard hochait la tête avec approbation à ce qu'il considérait comme mon retour à une pensée sensée. Ils ont interprété mon acquiescement comme une validation de leurs préoccupations et la preuve que leur intervention était nécessaire et réussie. Alors que ma famille terminait ses préparatifs pour ce qu'elle considérait clairement comme mon sauvetage, Hélène a révélé l'objectif ultime de leur opération. Elle avait déjà contacté mon propriétaire pour discuter de la résiliation de mon bail, et avait fait des recherches sur des situations de logement plus appropriées, plus proches de la maison, où il pourrait fournir une supervision et un soutien appropriés. Nous avons préparé ton ancienne chambre à la maison, a-t-elle annoncé fièrement. Rien n'a changé depuis que tu as déménagé. Toutes tes affaires d'enfant sont toujours là, et j'ai même acheté de nouveaux draps et serviettes. Tu peux rester avec nous temporairement pendant que nous te trouvons un endroit agréable dans notre quartier, où la famille pourra être plus impliquée dans ta vie quotidienne. Le plan était une domination complète déguisée en soins affectueux. Ils avaient l'intention de me faire retourner dans ma chambre d'enfant, de mettre fin complètement à mon indépendance, et d'établir une surveillance permanente de ma vie d'adulte. Hélène planifiait cette régression forcée depuis des semaines, attendant la bonne occasion d'exécuter ce qu'elle considérait comme une intervention nécessaire. Au cours des 3 jours suivants, j'ai joué le rôle du fils reconnaissant qui avait enfin compris la sagesse des conseils de sa famille. J'ai remercié Hélène et Richard de m'avoir ouvert les yeux sur mon incapacité évidente à gérer l'indépendance, et j'ai exprimé mon soulagement qu'ils soient intervenus avant que je ne prenne de pires décisions. Vous aviez raison sur tout, leur ai-je dit lors d'un dîner de famille chez eux. Je n'étais pas prêt pour autant de responsabilités. Vivre seul a été plus difficile que je ne voulais l'admettre. Ma performance était convaincante, car je m'appuyais sur des émotions sincères d'épuisement et de frustration, les recadrant comme de la gratitude pour l'intervention familiale, plutôt que de la colère face à leur manipulation. Hélène rayonnait de satisfaction, tandis que Richard hochait la tête avec approbation à ce qu'il considérait comme mon retour aux valeurs familiales appropriées. Pendant que ma famille célébrait leur intervention réussie, je mettais secrètement en œuvre le plan d'évasion le plus complet de ma vie d'adulte. Utilisant mon ordinateur de travail et l'adresse de mon ami Jake pour toutes les communications, j'ai organisé un nouvel appartement de l'autre côté de la ville, dans un immeuble sécurisé avec accès contrôlé et gestion professionnelle. Le nouvel endroit représentait tout ce que mes parents désapprouvaient, un loft moderne en centre-ville avec un design contemporain, des équipements haut de gamme, et une attention explicite à la vie indépendante. L'immeuble comprenait un portier 24 heures sur 24, des caméras de sécurité et des politiques strictes concernant les visiteurs, ce qui rendrait l'accès non autorisé impossible. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre institution financière,
utilisant mon adresse de travail pour toute correspondance. J'ai transféré mes économies sur le nouveau compte et mis en place des paiements automatiques pour toutes mes factures, assurant une séparation financière complète de tous les comptes pour lesquels mes parents pourraient avoir des informations. La sécurité des mots de passe est devenue une priorité, car j'ai changé toutes les informations d'identification pour le courrier électronique, les réseaux sociaux, les systèmes de travail et les comptes personnels. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs sur tout, et mis à jour toutes les questions de sécurité avec des réponses que ma famille ne pouvait pas deviner, même avec leur connaissance approfondie de mon historique personnel. Mon employeur a été étonnamment coopératif lorsque j'ai expliqué la nécessité de travailler à distance pendant une semaine durant ma transition. Marcus a accepté l'arrangement après que je l'ai assuré que la situation familiale était en cours de résolution et n'affecterait pas mes performances au travail à long terme. J'ai organisé le réacheminement du courrier vers une boîte postale de l'autre côté de la ville, veillant à ce que ma famille ne puisse pas surveiller ma correspondance ou utiliser le courrier postal pour suivre mon nouvel emplacement. J'ai également mis à jour mon adresse auprès de tous les fournisseurs de services, institutions financières et services d'abonnement. La partie la plus difficile de la préparation a été de reconstruire ma relation avec Sarah, qui était naturellement sceptique quant à ma capacité à établir de véritables limites avec ma famille. J'ai expliqué ma stratégie d'évasion en détail, lui demandant son soutien tout en reconnaissant que sa confiance devait être gagnée par des actions plutôt que par des promesses. Je sais que ça semble fou, lui ai-je dit lors d'une longue conversation dans son appartement. Mais je pense que la seule façon de les choquer pour qu'ils respectent les limites est de prouver que je peux vivre indépendamment sans leur connaissance ou leur assistance. Sarah était initialement hésitante, craignant que mon plan ne soit trop extrême et ne puisse endommager de façon permanente les relations familiales. Cependant, lorsqu'elle a pleinement compris l'étendue de la surveillance et de la manipulation de ma famille, elle s'est complètement engagée à m'aider à établir une véritable indépendance. J'ai également sollicité le soutien de mon colocataire d'université, Jake, qui avait observé le comportement contrôlant de ma famille pendant nos années universitaires, et m'avait toujours encouragé à établir des limites plus strictes. Jake a accepté avec enthousiasme d'aider à coordonner le déménagement secret, et excité de soutenir ce qu'il considérait comme une prise de position longtemps attendue pour l'autonomie personnelle. Mon cousin Brian, qui avait 2 ans de moins et s'était toujours senti étouffé par l'implication de notre famille élargie dans sa vie, est devenu un allié inestimable. Il a fourni des informations de l'intérieur sur les plans de la famille, et m'a aidé à comprendre toute l'étendue de leur réseau de surveillance. Brian a révélé qu'il avait également été soumis à une surveillance et à des ingérences similaires, bien que pas dans la mesure que j'avais expérimenté. Il a attribué à mon courage le fait de l'inspirer à commencer à fixer ses propres limites avec les membres de la famille qui traitaient les enfants adultes comme des adolescents ayant besoin d'une supervision constante. La préparation psychologique était aussi importante que la planification logistique. J'ai assisté à 3 séances avec le docteur Rebecca Martinez, une thérapeute spécialisée dans les problèmes de limites familiales et la manipulation émotionnelle. Elle m'a aidé à traiter l'étendue de l'abus psychologique que j'avais subi, et à développer des stratégies pour maintenir des limites après avoir établi l'indépendance. Le docteur Martinez a confirmé que le comportement de ma famille constituait une forme d'abus psychologique, conçu pour maintenir la dépendance et le contrôle. Elle m'a aidé à comprendre que leurs actions n'étaient pas motivées par l'amour, mais par leurs propres besoins émotionnels et leur peur de perdre de l'influence sur ma vie. Les familles saines soutiennent l'indépendance, a-t-elle expliqué. Ce que vous décrivez est un schéma de contrôle et de manipulation conçu pour vous maintenir dépendant de leur approbation et de leurs conseils. Votre plan pour établir une indépendance complète est une réponse raisonnable à un comportement déraisonnable. La préparation financière a nécessité une planification minutieuse pour garantir que je puisse maintenir une indépendance complète sans aucune aide familiale. J'ai calculé toutes mes dépenses mensuelles, constitué un fonds d'urgence équivalent à 6 mois de frais de subsistance, et organisé des paiements automatiques pour les services publics, l'assurance et autres services essentiels. J'ai créé un plan de diversion pour maintenir l'illusion que je coopérais à l'intervention de logement de ma famille. J'ai trouvé une fausse annonce d'appartement dans leur quartier préféré, et leur ai dit que j'étais enthousiasmé par un emplacement de compromis, où ils pourraient rendre visite régulièrement et être plus impliqués dans ma vie quotidienne. Nous avons planifié une fausse visite d'appartement pour le samedi matin à 10 h, ce qui serait exactement le moment où j'exécuterais mon véritable déménagement vers l'emplacement sécurisé en centre-ville. Des déménageurs professionnels ont été organisés, les services publics ont été planifiés pour la connexion, et mon nouvel appartement a été entièrement préparé pour une occupation immédiate. Mon réseau de soutien a été coordonné comme une opération militaire.
Sarah superviserait l'emballage des articles personnels et la coordination avec la compagnie de déménagement. Jake s'occuperait de la logistique du transfert de mes affaires de la maison de mes parents vers le nouvel emplacement. Brian fournirait des renseignements sur les mouvements de la famille, et s'assurerait qu'il restait concentré sur la fausse visite d'appartement. Le vendredi soir, alors que je me préparais pour le jour le plus dramatique de ma vie d'adulte, j'ai surpris une conversation téléphonique qui confirmait à quel point les intentions de contrôle de ma famille étaient devenues extrêmes. Hélène parlait avec quelqu'un qu'elle appelait un « consultant familial » au sujet de l'établissement d'une surveillance permanente de mes décisions de vie. J'ai écouté depuis la cuisine alors qu'Hélène discutait d'engager un détective privé pour surveiller mon ajustement, et s'assurer que je ne prenais plus de mauvaises décisions concernant l'indépendance. Elle faisait des recherches sur des moyens légaux d'établir une autorité continue sur mes décisions financières, mes arrangements de logement, et même mes relations amoureuses. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire, a dit Hélène à son consultant. Si nous n'établissons pas de limites appropriées maintenant, il refera les mêmes erreurs encore et encore. Parfois, les enfants doivent être protégés de leur propre mauvais jugement, même quand ils sont adultes. La conversation a révélé que les tentatives de contrôle de ma famille ne prendraient jamais fin à moins que je ne prenne des mesures assez dramatiques pour couper complètement leur capacité à interférer dans ma vie d'adulte. Leur objectif n'était pas une assistance temporaire, mais une autorité permanente sur mes décisions personnelles. Le samedi matin est arrivé avec un temps parfait pour le jour le plus important de ma vie d'adulte. Je me suis réveillé tôt et j'ai envoyé un message texte à mes parents exprimant mon enthousiasme pour la visite de l'appartement, et confirmant que je les rejoindrais à la fausse adresse à 10 heures. Pendant qu'Hélène et Richard conduisaient à travers la ville pour regarder un appartement inexistant, mon équipe soigneusement coordonnée a exécuté le déménagement avec une précision qui aurait impressionné un officier de logistique militaire. Jake est arrivé chez mes parents à 8h30, tandis que Sarah coordonnait avec la compagnie de déménagement professionnel à mon nouvel emplacement secret. L'équipe de déménagement, dirigée par un contremaître expérimenté nommé Carlos, avait été briefée sur la situation inhabituelle, et travaillait avec une efficacité remarquable. Il comprenait que le temps était critique et que la discrétion était essentielle au succès de l'opération. À 9h15, toutes mes affaires étaient chargées et en route vers mon nouveau loft en centre-ville. Brian a confirmé par message texte que nos parents conduisaient toujours vers la fausse adresse, complètement inconscients que leur fils établissait simultanément une indépendance complète à 30 mètres de là. Mon nouvel immeuble d'appartement était tout ce que j'avais espéré en termes de sécurité et de gestion professionnelle. Le portier, James, était un policier à la retraite qui prenait la sécurité de l'immeuble au sérieux, et avait été briefé sur ma situation familiale par la société de gestion de l'immeuble. Ne vous inquiétez pas pour les visiteurs non autorisés, m'a assuré James alors que je signais les derniers documents. Nous avons des politiques strictes concernant l'accès, et personne ne monte à l'étage sans l'approbation du locataire, quelles que soient leurs affirmations sur les relations familiales. L'appartement lui-même représentait une transformation complète de la vie que ma famille avait essayé de contrôler. Des appareils modernes, des meubles contemporains, des vues sur la ville, et des équipements sophistiqués qui reflétaient mes goûts réels plutôt que les préférences de mes parents pour une vie de banlieue traditionnelle. Sarah est arrivée avec du champagne et des plats à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré, le même endroit que mon père avait critiqué pour être trop cher. Nous avons trinqué à mon indépendance, tout en installant mon bureau à domicile avec la configuration informatique que je préférais, plutôt que les modifications ergonomiquement incorrectes de Richard. À 10h15 exactement, mon téléphone a commencé à exploser d'appels et de messages textes. Hélène et Richard avaient découvert que l'adresse de l'appartement n'existait pas, et s'étaient précipités à la maison pour constater que mes affaires avaient disparu de chez eux. Le premier appel venait d'Hélène, sa voix hystérique de panique et de confusion. « Tommy, où es-tu ? Ta chambre est vide et il n'y a pas d'appartement à l'adresse que tu nous as donnée. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale, me concentrant plutôt sur l'arrangement des meubles dans mon nouveau salon, pendant que Sarah organisait ma cuisine selon mes préférences, plutôt que le système d'organisation d'Hélène. Les messages vocaux de Richard étaient plus en colère et exigeants. « Tom, c'est ridicule. Rappelle-nous immédiatement et dis-nous où tu es. Ta mère est morte d'inquiétude, et ce genre de comportement est exactement la raison pour laquelle tu as besoin d'une supervision familiale. » Au lieu de répondre à leurs appels de plus en plus frénétiques, j'ai composé un message texte de groupe soigneusement formulé à l'intention de toute ma famille élargie, y compris tous ceux qui avaient participé au réseau de surveillance. Le message comprenait des photos de mon nouvel appartement et une explication claire de mes actions. J'ai déménagé dans un nouvel appartement où je peux vivre de manière indépendante,
sans l'ingérence familiale non autorisée. Les derniers mois de surveillance, de manipulation et de contrôle ont été inacceptables. Je ne rejette pas les relations familiales, mais j'établis des limites non négociables concernant la vie privée et le respect. J'ai joint de la documentation sur leurs activités de harcèlement, des photos des documents légaux falsifiés, des captures d'écran de la discussion de groupe TomWatch que Brian avait fournie, et des copies de mes séquences de caméras de sécurité montrant des entrées d'appartements non autorisées. La réponse de la famille a été immédiate et divisée. Patricia et Jennifer ont soutenu la position d'Hélène selon laquelle j'étais ingrat et potentiellement dangereux, exprimant leur inquiétude quant à mon état mental et suggérant que mes actions prouvaient que leur surveillance avait été nécessaire et justifiée. Cependant, Brian et plusieurs jeunes cousins ont exprimé leur soutien à mon indépendance. Ma cousine Sarah, qui terminait l'université et avait été soumise à une surveillance familiale similaire, a envoyé un message privé me félicitant pour mon courage, et me demandant des conseils sur l'établissement de ses propres limites. Le plus surprenant, c'est que mes grands-parents ont appelé dans l'heure pour exprimer leur choc concernant les activités de surveillance. Grand-mère Dorothy a admis qu'elle recevait des rapports sur mon bien-être, mais n'avait jamais compris l'étendue de la surveillance et de la manipulation. Je pensais que ta mère restait juste en contact avec ta vie, a dit grand-mère lors de notre conversation téléphonique. Je n'avais aucune idée des clés, des photographies et de toutes ces affaires. Cela ne ressemble pas à une préoccupation familiale normale pour moi. La réponse de mon employeur a été tout aussi validante. Marcus a appelé samedi après-midi pour me féliciter d'avoir résolu la situation familiale, et pour m'offrir officiellement la promotion qui avait été retardée en raison des préoccupations concernant l'ingérence familiale affectant mes performances au travail. Je suis impressionné par la façon dont vous avez géré une situation difficile, a dit Marcus. L'équipe de direction a discuté de vos compétences en résolution de problèmes et de votre capacité à gérer des défis complexes. Nous aimerions vous offrir le poste de développeur principal avec une augmentation de salaire de 15%. La réaction de Sarah a été la validation la plus importante de ma décision. Elle a admis qu'elle avait été sur le point de mettre fin à notre relation à cause de l'ingérence et de la manipulation constante de ma famille. Mais voir mon courage à établir des limites l'avait convaincu que nous pouvions construire un véritable avenir ensemble. Je suis fier de toi, a-t-elle dit pendant que nous arrangions des livres sur mes nouvelles étagères. Je commençais à me demander si tu serais un jour capable de leur tenir tête. Cela me montre que tu es sérieux dans ton rôle d'adulte indépendant qui peut prendre ses propres décisions concernant notre relation. La protection légale que j'avais organisée se mettait également en place. Mon avocat avait déposé des ordonnances formelles de cessation et d'abstention contre tous les membres de la famille qui avaient participé aux activités de surveillance, établissant des limites légales concernant le harcèlement, le contact non autorisé avec mes employeurs ou prestataires médicaux, et l'intrusion sur ma propriété. L'avocat m'a également aidé à comprendre mes droits concernant de futures ingérences familiales, expliquant que les preuves documentées de leur comportement soutiendraient des ordonnances restrictives s'ils continuaient leurs activités de contrôle. Alors que la soirée approchait, j'ai ressenti un sentiment de paix et d'accomplissement que je n'avais pas connu depuis des mois. Mon nouvel appartement semblait vraiment privé et sécurisé. Ma relation avec Sarah était plus forte que jamais, et ma vie professionnelle avançait sans ingérence familiale. Cependant, le sentiment de triomphe a été interrompu par un appel de James, le portier de l'immeuble, à 20h30 ce soir-là. Hélène et Richard étaient arrivés à mon immeuble et se trouvaient dans le hall, exigeant l'accès à mon appartement. Ils affirment que vous êtes malade mental et en danger, a rapporté James. Votre mère est très bouleversée, et votre père menace d'appeler la police si nous ne les laissons pas monter. Ils disent qu'ils ont l'autorité légale de vérifier votre bien-être. J'ai demandé à James d'activer les caméras de sécurité de l'immeuble et de documenter tout ce qui se passait dans le hall. Je voulais un enregistrement complet de leur comportement à ajouter à ma collection croissante de preuves sur leur conduite inappropriée. Lorsque James leur a refusé l'accès en raison des politiques de l'immeuble concernant les visiteurs non autorisés, Hélène a créé une scène qui démontrait parfaitement pourquoi j'avais eu besoin d'établir des limites aussi dramatiques. Elle a sangloté bruyamment au sujet de son fils en danger, tandis que Richard devenait de plus en plus agressif avec le personnel de l'immeuble. C'est exactement le genre de comportement instable qui prouve qu'il a besoin d'une supervision familiale, a crié Richard à James. Vous mettez une personne malade mentale en danger en ne laissant pas sa famille l'aider. La performance d'Hélène comprenait des affirmations selon lesquelles j'avais des antécédents de problèmes de santé mentale, et que mon désir d'indépendance était en fait un symptôme de maladie psychologique qui nécessitait une intervention familiale.
Elle a exigé que la direction de l'immeuble appelle les services d'urgence pour effectuer une vérification du bien-être de leur fils perturbé. Les séquences de sécurité ont parfaitement capturé leur comportement erratique et inapproprié, me fournissant une preuve indéniable que leur préoccupation n'était pas aimante ou raisonnable, mais contrôlante et manipulatrice. Leur volonté de mentir à la sécurité de l'immeuble et de menacer d'intenter une action en justice démontrait exactement pourquoi j'avais eu besoin d'établir des limites aussi strictes. James a géré la situation avec un calme professionnel, expliquant les politiques de l'immeuble et offrant d'appeler la police s'il continuait à harceler le personnel ou refusait de quitter les lieux. Finalement, Hélène et Richard sont partis, mais pas avant que Richard ne menace de trouver d'autres moyens d'obtenir l'accès pour vérifier mon bien-être. Les séquences de sécurité du hall de mon immeuble sont devenues un tournant crucial dans la compréhension de leur propre comportement par ma famille. Lorsque James m'a fourni l'enregistrement vidéo, j'ai été choqué par l'agressivité et l'inappropriation de mes parents lorsqu'ils étaient vus objectivement. La performance larmoyante d'Hélène et ses allégations concernant ma maladie mentale semblaient manipulatrices et malhonnêtes, plutôt qu'aimantes et préoccupées. Les menaces de Richard envers le personnel de l'immeuble et ses exigences d'accès spécial basées sur des préoccupations de santé mentale fabriquées semblaient contrôlantes et potentiellement illégales, plutôt que protectrices et raisonnables. Plus important encore, lorsque mes grands-parents ont demandé à voir les images pour mieux comprendre ce qui s'était passé, ils ont été consternés par le comportement de leurs enfants. Grand-mère Dorothy a appelé Hélène immédiatement après avoir visionné la vidéo pour lui exprimer sa désapprobation et son inquiétude. « Je t'ai mieux élevé que ça, Hélène », a-t-elle dit à sa fille lors d'une conversation dont j'ai été informé plus tard. Ce n'est pas ainsi que se comportent les gens décents. Mentir au sujet d'une maladie mentale et menacer le personnel de l'immeuble n'est pas une préoccupation parentale normale. La documentation professionnelle de leur comportement inapproprié a forcé mes parents à faire face à la façon dont leurs actions apparaissaient aux étrangers. Le rapport d'incident du gardien de sécurité décrivait leur conduite comme agressive, manipulatrice et préoccupante, un langage qui les a choqués en leur faisant reconnaître à quel point leur comportement s'était écarté des relations familiales normales. En l'espace d'une semaine, mes grands-parents ont organisé une réunion de famille chez eux, insistant pour que toutes les parties y assistent afin de résoudre ce que grand-père William appelait un « grave problème familial qui nécessite une résolution immédiate ». L'intervention formelle des membres les plus âgés de la famille avait un poids que mes protestations individuelles n'avaient jamais atteint. Je suis arrivé à la réunion avec une présentation complète de preuves documentant des mois de harcèlement et de manipulation. Les séquences de sécurité, les documents légaux falsifiés, les photographies de surveillance, et les conversations enregistrées dépeignaient une image claire d'abus systématiques déguisés en préoccupation familiale. Hélène s'est complètement effondrée lorsqu'elle a été confrontée à toute l'étendue de ses actions. Voir les messages de la discussion de groupe Tom Watch affichés sur l'écran de mon ordinateur portable lui a fait réaliser à quoi son comportement ressemblait aux autres, et à quel point elle s'était écartée d'une préoccupation maternelle appropriée. Je n'ai jamais voulu que cela devienne comme ça, a-t-elle sangloté, sa voix tremblante d'un remords sincère. Tu me manques, et j'avais peur que tu fasses des erreurs sans conseils familiaux. Le syndrome du nid vide m'a rendue folle, et je me suis convaincu que contrôler ta vie était la même chose que t'aimer. L'aveu de Richard fut plus difficile, mais tout aussi important pour la guérison familiale. Il a reconnu que sa mentalité de chef d'entreprise l'avait conduit à me traiter comme un employé qui avait besoin d'une gestion constante, plutôt que comme un fils qui méritait respect et autonomie. J'ai bâti mon entreprise en contrôlant chaque détail, a-t-il expliqué, sa voix plus douce. J'ai appliqué la même approche à l'éducation, pensant que plus de surveillance garantirait de meilleurs résultats. J'ai oublié qu'élever des enfants qui réussissent signifie leur apprendre à prendre leurs propres décisions, pas prendre des décisions pour eux pour toujours. Les membres de la famille élargie qui avaient participé au réseau de surveillance ont également exprimé des remords lorsqu'ils ont été confrontés aux preuves de leur implication. Patricia a admis que son expérience immobilière l'avait amenée à considérer mon appartement comme une propriété à gérer, plutôt que comme une maison à respecter. Les excuses de Jennifer ont été particulièrement significatives, car elle a reconnu comment sa relation de compétition avec moi avait influencé sa volonté de participer à la sape de mon indépendance. Elle a admis que le fait de rapporter mes erreurs à nos parents lui avait donné l'impression d'être supérieur et plus réussi par comparaison. Ensemble, nous avons établi des limites claires pour les futures interactions familiales qui respectaient mon autonomie tout en maintenant des relations aimantes. Les dîners de famille hebdomadaires dans des restaurants ou chez mes grands-parents ont remplacé les visites d'appartements non autorisées. Les appels téléphoniques planifiés avec préavis ont remplacé les visites surprises et les interventions d'urgence. Plus important encore,
nous avons créé un accord familial selon lequel les informations personnelles sur les membres individuels ne seraient pas partagées sans permission, et que les relations amoureuses seraient respectées comme des questions privées entre les adultes concernés. 6 mois plus tard, ma promotion au travail a entraîné des responsabilités supplémentaires et une reconnaissance au sein de l'entreprise. Marcus a loué mes compétences en leadership, et m'a recommandé pour des programmes de formation avancés qui accéléreraient mon développement de carrière. Ma réputation professionnelle avait été complètement restaurée et était plus forte que jamais. Sarah et moi avons décidé d'emménager ensemble après un an de vie indépendante réussie. Et mes parents ont assisté à notre pendaison de crémaillère en tant qu'invités respectueux, plutôt qu'en tant que surveillants envahissants. Hélène s'est même excusée auprès de Sarah en privé pour leur rencontre inappropriée précédente, et l'a accueillie correctement dans la famille. La discussion de groupe Tom Watch a été définitivement supprimée, et les membres de la famille ont appris à respecter la vie privée et la prise de décision d'adulte de chacun. Brian a utilisé mon exemple pour établir ses propres limites avec l'ingérence familiale, et plusieurs jeunes cousins ont exprimé leur gratitude pour le précédent que j'avais créé en matière de vie indépendante. Ma relation avec mes parents a évolué vers quelque chose de plus sain et de plus durable. Hélène a canalisé son énergie bienveillante vers le bénévolat dans des programmes d'alphabétisation pour enfants, trouvant un épanouissement à aider les autres plutôt qu'à contrôler ma vie. Richard a appris à offrir des conseils uniquement lorsque cela lui était demandé, et à respecter mes décisions même lorsqu'il n'était pas d'accord avec elles. La croissance personnelle issue de cette expérience s'est étendue bien au-delà des relations familiales. J'ai développé ma confiance en ma capacité à prendre des décisions, et j'ai appris à faire confiance à mon instinct quant à ce qui était sain et approprié dans les relations. L'expérience m'a appris qu'aimer quelqu'un exige de risquer un conflit à court terme, pour établir un respect à long terme. Plus important encore, j'ai appris que la véritable indépendance n'est pas une séparation physique de la famille, mais l'établissement d'un respect mutuel et de limites saines qui permettent aux relations de s'épanouir sur la base du choix, plutôt que de l'obligation ou du contrôle. La situation m'a également enseigné la différence entre l'amour et le contrôle. Les gens qui vous aiment vraiment veulent que vous réussissiez et que vous deveniez la meilleure version de vous-même, même si cela implique de faire des choix qu'ils ne feraient pas. Le contrôle déguisé en amour empêche en fait la croissance, et endommage les relations même qu'il prétend protéger. J'ai réalisé que le fait de permettre un comportement malsain n'est en fait utile à personne. En refusant d'accepter le comportement contrôlant de ma famille, je les ai forcés à affronter leurs propres problèmes et à développer des façons plus saines d'exprimer l'amour et l'inquiétude. Parfois, protéger votre autonomie est un acte d'amour envers vous-même et envers les personnes qui se soucient de vous. L'expérience a fondamentalement changé ma compréhension des relations saines. Les connexions les plus significatives dans la vie sont celles où les gens choisissent d'être ensemble, sur la base du respect mutuel et d'une affection véritable, plutôt que de se sentir piégés par l'obligation ou la manipulation. Aujourd'hui, je vis dans un contentement authentique dans mon appartement sécurisé, je prospère dans ma carrière, je jouis d'une relation solide avec Sarah, et je maintiens des liens aimants mais respectueux avec ma famille. Le courage nécessaire pour établir des limites a créé un espace pour que l'amour véritable s'épanouisse, prouvant que parfois, il faut risquer de perdre quelqu'un temporairement pour sauver la relation de manière permanente. La leçon la plus profonde de cette expérience est que l'indépendance et l'amour familial ne sont pas des forces opposées, mais des aspects complémentaires de relations adultes saines. Lorsque les membres de la famille respectent l'autonomie et la capacité de prise de décision de chacun, ils créent un environnement où l'amour peut être exprimé librement, plutôt que d'être exigé par le contrôle et la manipulation.